Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Infotémis, cérémonie empreinte d'émotion à Fugerville, sensibilisation à la conciliation études-travail, souper annuel pour les bénévoles du rodéo du camion, gala reconnaissance de la commission scolaire du Lac-Témiscamingue, rencontre avec la récipiendaire d'un Caséus et résumé du week-end pour les Pirates de Ville-Marie. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Infotémis. Plus de 250 personnes ont assisté à la désacralisation de l'église Notre-Dame du Mont-Carmel de Fugerville le dimanche 4 novembre dernier. TV Témis a immortalisé le moment grâce à ses caméras. Sachez que la célébration au complet sera diffusée ultérieurement à notre antenne. Pour le moment, en voici un résumé. Et je bénis aux 4 points cardinaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors je déclare désacraliser ce lieu de culte qui va appartenir maintenant à la municipalité et ils pourront y tenir des activités communautaires, culturelles ou sociales. C'est pas la fin de la religion à Fugerville, mais c'est la fin de la pratique religieuse, si vous voulez, à l'intérieur de la municipalité, c'est-à-dire que la fabrique, nous autres, on va se dissoudre parce que c'est dans la loi des institutions financières. Quand on n'a plus d'opération, la fabrique doit se dissoudre. Fait qu'on va se dissoudre d'ici la fin de l'année. Et puis après ça, bien, on va être annexé à la paroisse Saint-Isidore de Laverlechère. C'est ça, c'est pour ça que les gens ont voté cet hiver lors de la réunion. C'est pas tellement compliqué, c'est presque mathématique. C'est tout simplement qu'en ayant moins de fréquentation, il y avait moins de revenus et moins d'intérêt des gens aussi pour la fréquentation. À ce moment-là, c'est beau de faire des levées de fonds, des campagnes de financement, mais quand on fait ça pour 3-4 personnes régulières, à ce moment-là, bien, on sent qu'il y a un désintéressement de la population. À ce moment-là, bien, on a décidé que, parce qu'on avait certains placements de fait, des placements financiers, et puis d'année en année, on grugeait les placements. Ça fait qu'à ce moment-là, bien, ça ne donnait pas grand-chose de continuer, de persévérer dans cette voie-là. Ça fait qu'on a décidé de mettre un terme à l'Église, si on veut. Là. La fermeture de l'Église, Monseigneur en a parlé pendant l'homélie, c'est que au fond, c'est pas nécessairement les bâtisses qui donnent la foi. Chaque personne a à découvrir l'amour de Dieu, le laisser passer en soi et le transmettre aux autres. Puis c'est comme ça que l'Église va continuer. Et on sait que l'Église continue comme ça de toute manière. C'était comme ça dans les débuts. Les gens, ils se réunissaient à la maison et ils partageaient leur foi à la maison. Maintenant, on a construit des églises parce que ça allait bien. Il y a beaucoup de gens dans le secteur. Là, il y a beaucoup moins de gens. 300 personnes, 200 personnes par municipalité. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont préoccupés par la foi. Alors, ça baisse assez rapidement. Mais le but, c'est les gens ont besoin d'amour dans le monde. Et si on peut continuer à le transmettre d'une personne à l'autre, ça va se relancer, c'est certain. On rend l'Église accessible à toutes sortes d'activités. C'est plus réservé au domaine religieux. Mais pour la communauté chrétienne, c'est un moment difficile, c'est un moment d'abandon, c'est un moment mais c'est un moment de passage. Ce que j'ai essayé de dire dans l'homélie, c'est on demeure communauté chrétienne, mais avec un rayonnement
plus large. On rejoint des chrétiens de d'autres paroisses. La paroisse a été transférée à Laverlechère. Alors, les gens qui veulent continuer à prier sont invités à l'église Saint-Isidore de Laverlechère. Bien, un élément, nous autres, qu'on a privilégié ici, c'est de remettre à l'église sœur qui accueille la communauté un élément symbolique. Alors ici, c'était le crucifix qui était sur le maître-autel, qui a trôné pendant les 100 ans d'existence de l'Église, qui va se retrouver à Laverlechère. On trouve toujours un élément symbolique qui va se retrouver dans l'autre Église. C'est la chose et la bénédiction aux 4 coins. 4 points cardinaux est un beau rite aussi. Et puis l'implication des gens, ça, c'est un peu ce qu'on avait privilégié. C'est un bâtiment très particulier parce que c'est un bâtiment tout en bois. En bois d'un bout à l'autre. Tout ce qu'il y a en ciment, si on veut, c'est le solage qu'il y a autour. Puis même au centre, au sous-sol, il y a des gros piliers en cèdre qui sont appuyés sur des bases en ciment. Et puis, entre le plancher et ces bases de ciment-là, c'est des gros morceaux de cèdre. Et puis, ça va faire 100 ans qu'ils sont là dans 3 ans. Et puis, il n'y a aucune trace de moisissure ou de pourriture. C'est particulier. Ensuite, il y a aussi le fait que c'est un bâtiment à 2 clochers. Donc, à ma connaissance, il y en a 3 églises comme ça au Québec. Et puis, on est une de ceux-là. Un bâtiment strictement en bois avec 2 clochers. C'est particulier à Fugerville. Nous autres, on n'était plus capable financièrement de supporter ce bâtiment-là parce qu'il y a des réparations. C'est quand même pas un bâtiment neuf. Il va avoir 100 ans en 2021. Et puis, il y a toujours des réparations à faire. Et puis, on était une petite équipe et puis peu de fréquentation. Ça fait qu'à ce moment-là, on n'avait plus les moyens financiers de supporter cette bâtisse-là. Et puis, vendre ça à un particulier, bien, ça n'aurait pas été nécessairement là, potable. Fait qu'à ce moment-là, on a décidé d'offrir le bâtiment à la municipalité. Fait qu'on est allé en réunion publique avec Monseigneur au mois de janvier. On a tous les gens qui étaient là, eux autres, ils ont bien vu avec la présentation des chiffres qu'on les a faits depuis les 3 dernières années, ça s'en allait tout le temps en dégraissant. Et puis, à ce moment-là, bien, on n'avait pas le choix. C'était tout simplement une décision logique, si on veut, même si c'était motif. Le 6 novembre dernier, le Comité local en persévérance scolaire lançait sa campagne sur la conciliation études-travail. Des capsules vidéo, des affiches et des ateliers font partie de cette campagne à laquelle les jeunes ont grandement contribué. Le comité organisateur de cette campagne est formé du Comité local en persévérance scolaire, du Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue, de la Maison des jeunes du Témiscamingue, de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue et de l'entreprise OK Pneus et Cotone. Tous ces partenaires souhaitent que les jeunes trouvent l'équilibre afin d'être en mesure de bien réussir leurs études. Par cette campagne, le comité espère sensibiliser les jeunes et les adultes sur la réalité de la conciliation études-travail et encourager le dialogue et les solutions sur le sujet. TV Témis a assisté au lancement de la campagne et a rencontré l'agente de projet en persévérance scolaire Stéphanie Hein, Édith Laperrière, agente de développement de la Maison des jeunes du Témiscamingue, ainsi qu'une des participantes du projet. Aujourd'hui, on faisait le lancement de notre campagne sur la conciliation études-travail, une campagne du comité local en persévérance scolaire. En fait, c'est une campagne sur la conciliation études-travail. Donc, on a vraiment du visuel, on a des affiches, on a des vidéos, on a du visuel qui va être affiché dans des lieux physiques, mais on a aussi tout le visuel qui va être dans les médias sociaux aussi, qui va circuler. Donc, notre slogan, c'est « Avant de perdre la tête, entre mes études et mon travail, je m'exprime ». Donc, c'est vraiment pour sensibiliser les jeunes à prendre conscience qu'ils travaillent parfois beaucoup, parfois trop, et surtout d'en parler. Donc, d'aller vers son employeur, d'aller vers ses parents, d'aller
vers des intervenants de l'école pour en discuter et de trouver un équilibre là-dedans parce qu'il y a plein d'avantages à travailler. Les jeunes, ils peuvent vraiment bénéficier de travailler, mais l'important, c'est vraiment d'avoir un bon équilibre. Il ne faut pas négliger notre sommeil ou encore moins nos études là, quand on travaille. Donc, c'est vraiment ça le but de la campagne. J'ai participé à la conception de la vidéo durant toute la journée. Ouais, la vidéo qu'on a tournée à partir du matin quand je me lève jusqu'au soir quand je vais me coucher. Ça m'a permis de prendre conscience que peut-être que je travaille un peu trop, que c'est pas normal, mettons, qu'on travaille autant à notre âge. À la hauteur du Québec, c'est 43% des jeunes du secondaire qui continuent les études et le travail. En secondaire 5, ça va jusqu'à 55%. Et nous, on a beaucoup d'antennes, on a beaucoup de personnes qui sont dans le milieu, qui travaillent directement avec les jeunes et c'est une réalité qu'ils voient, c'est une problématique qui revient. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de l'aborder. Moi, je suis agente de développement à la Maison des jeunes, donc j'essaie d'être à l'affût de tous les projets qui sont en lien avec des problématiques qui touchent les jeunes. Puis la conciliation travail-études, c'est vraiment quelque chose qu'on entend dans nos locaux, puis on sait que c'est quelque chose qu'il faut travailler avec les jeunes. Donc, je me suis impliquée avec les membres du comité en persévérance scolaire tout au long des réunions du comité, mais aussi pour impliquer les jeunes de la Maison des jeunes dans le processus. Donc, on a fait des brainstorming avec les jeunes, on a réfléchi un peu à quelle forme ça pourrait prendre, cette campagne-là de sensibilisation, le ton qu'on pourrait utiliser, puis aussi qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans les capsules. Puis on s'en est servi aussi pour, on s'est servi des jeunes pour qu'ils soient les acteurs dans nos vidéos, puis tout ça, fait que ça a été un beau projet là, quand même. Heureusement, on avait le partenariat de la Maison des jeunes, donc c'était vraiment intéressant. On pouvait aller directement dans des soirs de local, interpeller les jeunes sur cette thématique-là, puis c'était quand même assez relativement facile là, de recruter là, des jeunes les soirs de local parce que tout le monde avait sa réalité. Tout le monde finalement avait un petit quelque chose à dire sur le sujet, donc à ce niveau-là, ça l'a bien été, oui. Bien, ils sont très sensibilisés à ça. On sait qu'il y en a qui ont peut-être qui travaillent beaucoup. Eux autres sont peut-être, ils sont conscients qu'ils travaillent beaucoup, mais en même temps, ils sont conscients que c'est peut-être pas l'idéal, puis qu'il y aurait des choses à travailler. Sauf la réalité, c'est que c'est peut-être pas nécessairement facile pour eux aussi de le faire. Ça a été un gros projet. C'est tenu, je pense, de novembre à mai. Fait que ça a été difficile quand même de tenir l'intérêt des jeunes tout au long du projet, parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup dans le ici maintenant, le côté spontané et tout ça, mais on a eu quand même une belle participation des jeunes. C'est à peu près une trentaine de jeunes qui ont participé à toutes les étapes ensemble. Là. La campagne avec les masques, c'était vraiment, on s'adresse à des jeunes du secondaire, donc on avait un petit côté absurde, un peu drôle qu'on trouvait intéressante là-dedans, et c'est vraiment l'idée des jeunes aussi, donc vraiment plus facilitant de faire des témoignages à visage couvert. Donc, ça a été vraiment plus facile de faire notre recrutement auprès des jeunes avec ça. Ça l'amenait vraiment un petit côté humoristique et le fun. Et le résultat est vraiment intéressant. Puis ça nous fait notre suivi aussi, notre fil conducteur envers tous nos éléments de notre campagne. Ouais. Avant, oui, mais là, j'ai changé de travail. Fait que ça l'a changé un peu parce que je travaille plus les soirs de semaine. Je travaille juste les fins de semaine, puis mes heures ils ont été raccourcies. Il y en a des jeunes qui font beaucoup des longues distances là, pour travailler. Je pense à des jeunes qui sont pas nécessairement dans le secteur centre. Là. Donc, on sait qu'en plus, ils doivent se déplacer, puis les heures qui leur sont attribuées, il faut qu'ils valent la peine aussi quand ils se déplacent. Fait que, le déplacement, les heures travaillées, puis avoir du temps pour les temps libres, puis aussi pour étudier, c'est super important là, dans leur vie. Les capsules vont être diffusées sur le YouTube du Comité en persévérance scolaire. Donc, ça s'appelle Persévérance Témiscamingue. Et ça va être aussi diffusé sur la page Facebook du Comité local en persévérance scolaire. Donc, on vous invite à les partager et les diffuser et surtout d'ouvrir le dialogue avec les adolescents qui vous entourent sur cette thématique. Le vendredi 9 novembre dernier, le Rodéo du Camion tenait son souper annuel de reconnaissance de ses bénévoles. Ce sont pas moins de 600 bénévoles qui, chaque année, donnent de leur précieux temps pour la tenue de cet événement d'envergure. Et chaque année, le Rodéo tient à souligner l'importance de leur présence. Les bénévoles, en plus d'avoir un repas gratuit, se méritent plusieurs prix de présence et ceux et celles ayant fait le plus d'heures sont également honorés. C'est aussi lors de cette soirée que le Rodéo redonne les profits de son tirage à différents organismes de la région. Au total, c'est un peu plus de 224 000 $ qui ont été distribués parmi une cinquantaine d'organismes. Depuis 1986, ce sont 5,6 millions de dollars qui ont été versés dans la communauté et à ce rythme, l'organisation est confiante que pour leur 40e édition en 2020, ils atteindront le 6 millions de dollars en dons. La soirée de ce soir, c'est pour remercier nos bénévoles.
Comme on a dit tantôt, là, tous les pourboires qu'on a reçus dans la fin de semaine, etc., on redonne ça aux bénévoles à des coûts de 50 à 100 $. On redonne 10 000 $ ce soir, sans compter les autres prix qu'on a. Puis en même temps, on fait notre soirée pour redonner les dons à nos organismes là, qui ont contribué au rodéo. C'est vraiment pour remercier nos bénévoles. C'est plus de 6 700 heures de bénévolat qui est fait pendant la fin de semaine. Pendant la fin de semaine, aussi 2 semaines avant, vraiment. Fait que c'est vraiment pour remercier tous nos bénévoles, leur dire un gros merci. Puis tous les organismes aussi, beaucoup d'organismes nous emmènent des bénévoles à chaque année. Fait que je pense que c'est vraiment pour ça. Bien écoute, c'est un montant de 224 092,75 qu'on redonne. Fait que c'est une très belle année encore une fois là, pour le rodéo du camion. On marche beaucoup maintenant avec le nombre d'heures de bénévolat par les organismes. C'est pour ça une raison qu'on demande beaucoup le nombre de bénévoles qui peuvent nous apporter. Fait qu'on compte les heures de bénévolat. Puis aussi, depuis quelques années, on a instauré, dans le fond, la vente de billets. Il faut que ceux qui nous aident à vendre des billets, bien, ça donne un plus. Mais aussi, dans le fond, c'est tout le conseil d'administration qui prend les décisions autour de la table pour qui on va donner des montants d'argent, puis tout ça. Bien écoute, pourquoi c'est important? Sans bénévoles, il n'y a pas de rodéo. C'est tout simplement ça. C'est plus que 600 bénévoles, bien 450 à 600 bénévoles pour faire une édition d'une année. Fait que écoute, sans eux, il n'y en a pas de rodéo du camion. On est chanceux d'avoir autant de bénévoles. 600 bénévoles, c'est vraiment représentatif du rodéo du camion. Beaucoup de festivals au Québec manquent de bénévoles. Nous, on est chanceux. On aimerait en avoir encore plus parce qu'on aurait de la place, mais on est chanceux d'avoir autant de bénévoles qui mettent autant des 4 heures jusqu'on a du monde qui ont fait 160 heures de bénévolat encore cette année. Fait que c'est vraiment des remercier, de leur dire un gros merci, puis de pouvoir les avoir pour nous pour l'an prochain. On en manque de bénévoles à toutes les années. Cette année, je vais te donner un exemple. Dans la côte, on n'avait pas de monde pour le Rafer. On n'avait pas de monde pour vider les bars en arrière de la côte. C'est les membres du comité. On a eu de l'aide, mais on a accroché quelqu'un ici, puis quelqu'un là, puis on a pogné des pick-up, puis on a monté dans la côte, puis on les a vidés. On vient toujours à bout de faire le travail, mais c'est sûr qu'on a besoin encore de bénévoles à toutes les années d'extra pour que ça y aille vraiment sur le numéro 1. On est dans une bonne pause, je pense, comme c'est là pour le bénévolat. Les jeunes veulent s'impliquer. Encore tantôt, j'ai une petite fille qui est venue me voir, elle me demandait à quel âge qu'on peut commencer à faire du bénévolat. Fait que ça prouve que le monde sont intéressés à faire du bénévolat. C'est sûr que c'était des années plus dures dernièrement, mais vraiment, on est dans une bonne phase. Et je pense que on a fait beaucoup de publicité dans les écoles aussi pour promouvoir le bénévolat. Je pense que c'est vraiment ce côté-là. Bien écoute, les rôles, c'est juste qu'en étant président, c'est différent. La seule chose, c'est que je connais un petit peu plus tout ce qui englobe le rodéo comparativement aux autres présidents. C'est sûr qu'ils l'ont vécu la fin de semaine, mais moi, je l'ai plus que vécu, je l'ai organisé. Fait que des fois, je comprends par où Julien passe, etc. Fait que c'est plus facile de même. L'événement va être encore là à 100 %. On travaille encore. Les essais libres vont être là encore le vendredi soir. Feu d'artifice, encore une fois, vont être offerts par la municipalité de Rame-du-Nord. On est très contents. On va peut-être avoir un gros show le vendredi soir aussi, chose de nouveauté. Mais on travaille fort là, pour continuer dans notre optique de pas devenir trop gros, mais rester ce qu'on est. Puis je pense que ça va bien comme ça. Je peux déjà vous dire que le camion Peterbilt est réservé. Le camion Peterbilt de cette année, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais vu au rodéo du camion. Le camion, on ne peut pas en parler, mais il va être extraordinaire. Puis on continue à travailler là-dessus. La première étape, c'est de faire notre tirage, ensuite le reste va suivre. Moi, quand je suis parti il y a 2 ans, je l'avais dit que ça prenait un van jeunesse au rodéo. Puis Julien, on peut pas demander mieux. Là. Il y a des idées de jeunes fous, mais Colin, il marche toute la gang. Là. Fait que faut y laisser ça. On est rendu à ce temps-là. C'est plus la même chose que quand on l'a relancé en 2012. C'est vraiment une nouvelle technologie, etc., que nous autres, les plus vieux, qu'on est pas mal moins bons là-dedans que les jeunes. Le souper des bénévoles du rodéo est un fier partenariat avec la Caisse des Jardins du Témiscamingue qui se fait un plaisir d'animer la soirée et d'offrir un cadeau à chaque bénévole présent. François Prévost, directeur soutien à la direction générale, expérience membre et communication chez Desjardins, nous en donne plus de détails. Le rodéo du camion ne serait pas là sans les 500-600 bénévoles qui sont là année après année. L'événement de ce soir, la soirée pour les bénévoles, nous permet de les remercier, dans le fond, leur dire à quel point ils sont importants pour l'événement, pour Desjardins, parce que nous, c'est de la coopération chez nous.
Et ici, c'est une forme de coopération. C'est des gens qui ne comptent pas leurs heures, qui s'investissent corps et âme pour faire vivre le rodéo du camion aux 80 000 visiteurs qui sont venus, entre autres, cette année. Fait que sans eux, là, ça n'existe pas et nous, on doit les remercier. Et de quelle façon Desjardins contribue à la soirée? On est partenaire présentateur, donc c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est faire plaisir aux gens. Donc cette année, entre autres, on a donné un petit cadeau sucré de thème sucre. C'est notre 5e année qu'on fait découvrir un transformateur agroalimentaire du Témiscamingue. Donc on a eu le domaine des Ducs, chocolat Martine, miel Abitimis, et là on a thème sucre cette année. Ça permet en même temps aux gens, à ce temps-ci de l'année, de voir quel genre de cadeau de Noël ils peuvent faire. Mais en même temps, c'est vraiment plaisant pour les gens de repartir avec un petit quelque chose comme un remerciement là, à leur bénévolat. Et bon, vous avez fait un témoignage concernant votre fils et sa perception du bénévolat. J'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus. Là. Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire-là? Dans le fond, il n'y a pas d'âge pour comprendre ce que c'est le bénévolat. Puis l'histoire que j'ai racontée dans mon allocution, même si elle est très, très simple, mon garçon a remarqué que dans la vie, il ne faut pas que tu travailles nécessairement pour avoir du pécunier. Il faut que tu travailles pour le bien d'autrui. Et c'est ça qu'il a compris. Il y a des gens qui s'investissent pendant le week-end. Il les a vus. Il a vu le bien qu'ils faisaient autour d'eux autres, puis ce que ça donne de travailler en équipe ensemble. Et ça, c'est une valeur qui est super importante pour la jeunesse d'aujourd'hui parce que des bénévoles, il y en a de moins en moins et les bénévoles existants sont vieillissants. Donc, d'avoir une génération de bénévoles qui poussent et qui veulent s'investir pour les autres, ça, c'est génial. Tu sais, fiston, la paye d'un vrai bénévole, c'est pas de l'argent. La paye d'un vrai bénévole, c'est la fierté de voir que son travail, même dans l'ombre, a permis aux personnes auxquelles il dédie son temps, à son organisme, à son événement, de croître et de s'épanouir. Il y a des gens qui disent que de faire du bénévolat, c'est pas payant. Par contre, faire du bénévolat peut apporter autant de joie et de beaux moments à ceux qui en bénéficient qu'à ceux qui en font. On a continué à marcher dans le silence en passant devant le kiosque d'articles promo, croisant souvent des gens avec des gilets oranges qui travaillaient fort, mais avec le sourire. Avant d'arriver dans le côte, mon gars m'a prononcé une phrase, mais elle valait de l'or. « Papa, un jour, je serai bénévole au rodéo du camion. » La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, la CSLT, a souligné les années d'expérience, l'engagement et le travail de plusieurs membres de son personnel lors du Gala Reconnaissance qui avait lieu à la salle communautaire de la Tulipe le 3 novembre dernier. En tout, 5 personnes ont reçu une reconnaissance pour leurs 25 années de service au sein de la commission scolaire. Les 24 années de service de Martin Lefebvre, qui a quitté l'organisation, ont aussi été soulignées lors de la soirée. Et de plus, le gala a permis d'honorer 4 retraités pour l'ensemble de leur carrière dans le domaine de l'éducation. La CSLT a aussi mis en lumière 4 projets réalisés dans les écoles du Témiscamingue, favorisant la réussite éducative. D'abord, le prix Réussite éducative primaire a été remis au projet Sport-Culture à l'école Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord. Le prix Réussite éducative secondaire, lui, a été remis au volet plein air de l'école du Carrefour de la Tulipe. Le prix Réussite éducative adulte a été remis à le déploiement de la formation à distance à la formation générale adulte via la plateforme Challenge You au Centre Frères Moffett de Ville-Marie. Et enfin, le prix Réussite éducative Coup de cœur a été remis à École en réseau, Service éducatif École Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord, Le Triolet, secteur Nédelec et Rimigny, Saint-Gabriel de Ville-Marie, Béarn-Fabre, secteur Béarn plutôt, Marie-Assomption de Saint-Bruno de Guigues et aussi l'école du Carrefour de la Tulipe, secteur primaire et secondaire. Voici d'ailleurs une capsule réalisée par TV Témis qui relate les étapes du projet École en réseau. En fait, École en réseau, c'est des gens qui ont créé École en réseau pour nous permettre de travailler en collaboration avec d'autres classes. Donc, on peut autant travailler avec des classes de notre commission scolaire que des classes partout au Québec, partout au Canada. Certains projets, il y a des classes de l'Europe. Moi, École en réseau, je me suis embarquée là-dedans avec mes 2e années. Le titre du projet, c'était Le loup qui voulait faire le tour du monde. Fait que, dans le fond, le projet, c'était que les enfants avaient l'occasion de découvrir un peu tous les pays là, qui nous entourent, tout ça. Fait que je trouvais que c'était un beau projet là, pour ça.
Alors, notre projet, nous, c'était les métiers. Il y a une enseignante, à un moment donné, qui avait manifesté de l'intérêt de faire une école en réseau sur les métiers. Donc, Madame Vanessa et moi, avec nos 5e et 6e années, on a décidé d'embarquer dans ce projet-là. Il y avait 2 classes de la Montérégie, puis 2 classes de Béarn aussi. Puis cela nous a permis de rencontrer 3 personnes différentes, dont un policier, une vétérinaire qui était dans notre classe, mais qui a pu le présenter aux autres classes en même temps, et un concepteur de chenilles automobiles. Nous, pour le projet École en réseau, on s'est regroupé 3 écoles, donc l'École du Nord, l'École de Rimini, puis l'École de Béarn. Puis on a décidé de faire un projet avec la critique littéraire. Donc, comment ça fonctionnait, c'est qu'au départ, les 3 enseignantes, on s'est rencontrées. Puis on a décidé de choisir différents types de livres et chaque élève avait un livre. Puis dans les 2 autres écoles aussi, il y avait exactement le même livre. Et là, ensuite, ils devaient faire une critique littéraire par rapport à ce livre-là. Et ensuite, c'est là que l'École en réseau a embarqué. On a décidé de prendre rendez-vous et chacune des classes, en même temps, se retrouvait, puis les enfants pouvaient échanger sur le livre qu'ils avaient lu. Bien, nous, on avait accès à un spécialiste du parc Miguacha, un paléontologue qui venait nous raconter l'histoire en direct. C'était génial comme projet. Puis ça a été un projet sur une longue haleine qui touchait vraiment plusieurs domaines. On a fait des arts plastiques, on a fait de l'univers social, on a fait plein de choses avec ça. Ça a été vraiment payant. Bien, en fait, l'année dernière, avec ma classe de 3e cycle, nous avons fait un projet littéraire. On a travaillé un album jeunesse. Et on l'a travaillé de A à Z. Donc, on a travaillé vraiment la compréhension, l'interprétation, réagir et aussi apprécier. Et on a vraiment, en fait, eu la chance de lire l'album et ensuite de faire des liens, poser des questions, rédiger des questions et les autres élèves pouvaient venir enrichir, approfondir ces questions-là. L'avantage vraiment, c'est que les enfants, premièrement, au départ, ils étaient très gênés de pouvoir parler avec d'autres écoles parce qu'eux sont habitués avec leurs amis, sont à l'aise. Mais finalement, ils ont réalisé que c'était super agréable, qu'ils ont beaucoup apprécié, puis ça les a ouverts à autre chose, à voir que dans d'autres écoles du même niveau, bien, ils vivent pratiquement la même chose. En fait, les élèves sont conscients qu'ils travaillent beaucoup la communication orale puisque quand on parle dans un micro puis qu'on se fait filmer, il faut faire vraiment attention à notre débit, à notre volume pour être bien compris dans les autres classes partout au Québec. Et aussi, bien sûr, il faut faire attention pour ne pas faire de bruit afin d'être bien entendu. Donc, ça a motivé là, autant les garçons parce qu'il y avait des métiers intéressants pour eux autres, autant l'élève en difficulté parce que, oui, on a écrit, oui, on a fait un exposé oral suite à ça, mais la motivation était là, donc l'enfant a comme oublié ses difficultés pendant ces moments-là. Bien, moi, je trouve que c'est rassembleur. Ça permet de découvrir ce que les autres classes ont fait. Comme nous, on l'a fait vraiment sous forme de petites recherches, notre projet final. Il y avait des amis de maternelle, donc eux l'ont fait comme plus sous forme de scénette. Fait que c'était vraiment varié. Ça permettait aux enfants de voir différentes façons de traiter la lecture, de traiter à la limite la géographie, de découvrir le pays de différentes façons. Avec ça, ça m'a un peu dégêné de parler devant des personnes. Puis j'ai trouvé ça cool parce qu'on pouvait parler avec une personne d'une autre école que peut-être que tu connaissais pas, puis que là tu as connu un peu ses goûts. Bien, c'était le fun parce qu'on pouvait se faire d'autres amis, puis ça m'a pas mal dégêné. Parce que d'habitude, c'est quand même assez gêné devant d'autres personnes que je connais pas trop. Bien, ça m'a dégêné. J'étais gênée au début, puis là, je parlais, puis de plus en plus, puis ça me dégênait. Tu sais, on développe l'amitié en même temps, puis aussi, ça m'a moins gênée après. Moi, je trouvais ça cool parce que j'ai parlé avec d'autres élèves, que ça m'a aidé à moins être gênée. Moi, j'ai trouvé que c'était un projet à refaire parce que c'était peut-être dans les années qui suivent, là, parce que j'ai trouvé que c'était un projet qui était le fun à faire. Ouais, j'ai vraiment aimé ça, c'était à refaire.
Notez qu'à la fin du bulletin, nous vous présenterons les 3 capsules réalisées par TVTémis représentant les 3 autres prix de la soirée de gala reconnaissance de la Commission scolaire Lac-Témiscamingue, c'est-à-dire les prix réussite éducative primaire, le prix réussite éducative secondaire et aussi le prix réussite éducative adulte. C'est à ne pas manquer. Nous vous parlions récemment du concours Sélection Caseus qui permet de récompenser le travail des créateurs de saveurs qui offrent à nos papilles des fromages d'exception. Dans le cadre du 20e anniversaire du concours Sélection Caseus 2018 qui a eu lieu le 1er novembre dernier à Québec, le fromage Le Cœur du village de la fromagerie Le Fromage au village de Lorrainville a été lauréat dans la catégorie aromatisé par fumage, macération ou ajout de substances aromatisantes. Et nous avons rencontré la copropriétaire de la fromagerie à ce sujet, Anne Barrette. On était vraiment contents. Les Caseus se tenaient à Québec, donc on est monté là, moi et Hélène. Dans le fond, les nominations sont données au printemps. Cette année, les résultats étaient un petit peu plus tard à cause de la campagne électorale, mais le gala avait lieu le 1er novembre. Donc, sur 240 quelques fromages, il y avait une vingtaine de catégories. Donc, il y avait 3 nominés à peu près par catégorie. Puis, dans le fond, le Cœur du village, il était gagnant dans sa catégorie. Donc, on était bien contents. On avait un autre en nomination, mais malheureusement, le Cendré n'a pas gagné. C'est toujours une belle tape dans le dos. Dernièrement, on a participé plus parce qu'il faut toujours s'inscrire pour gagner. Donc, depuis quelques années, on s'inscrit à plus de concours. Puis là, on est vraiment contents puis on va continuer à participer à toutes sortes de concours. C'est sûr qu'il est très bon, mais son charme est beaucoup dans la beauté. C'est un fromage étagé. Donc, il y a un étage de cheddar blanc, un étage avec un mélange de cheddar avec du vin du domaine des Ducs, puis un autre étage de cheddar blanc, puis on l'a comme un peu lavé ça au vin. Donc, ça lui donne vraiment un look très, très, très particulier. Fait que ça lui donne, je suis sûre, parce que j'ai pas les pointages finaux, mais je suis sûre qu'en esthétique, il était bien classé, mettons, parce qu'il y a des points et l'esthétique et le goût. Fait que des fois, quand tu arrives avec des choses qui sont moins spectaculaire, on gagne des points dans l'esthétique. Fait que j'ai bien hâte de voir les résultats par la poste, voir où c'est classé. C'est une occasion aussi pour rencontrer d'autres gens parce qu'il y a beaucoup d'autres fromageries en nomination. Puis c'est toujours le fun, d'être en compétition avec des gens, à Compte Saputo puis à Gros-Pur. Donc, c'est le fun de se mesurer à la compétition, mais c'est quand même de la grosse compétition. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir là-bas. Les Pirates ont mis fin à une séquence de 3 défaites consécutives alors qu'ils ont remporté leurs 2 matchs de la fin de semaine. Une écrasante victoire de 8-1 à South Muskoka vendredi soir et un gain de 5-4 samedi soir à l'Aréna Frère Arthur Bergeron. Voici le résumé des matchs avec notre collaborateur, Francis Prudhomme. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Après 3 défaites consécutives, les Pirates sont revenus sur le sentier de la victoire de brillante façon la fin de semaine dernière. Ils ont d'abord obtenu un gain de 8-1 sur la route vendredi soir contre le Shield de South Muskoka. Après 3 défaites de suite, c'est sûr qu'on est content de gagner, puis content d'avoir gagné à soir aussi. On repart la machine, on va bien aller. Je pense qu'on a travaillé, puis le mot d'ordre, c'était la discipline. Puis quand les gars, là, ils donnaient des coups, on répliquait pas, on parlait pas aux arbitres, puis je pense qu'on a évité le box pas mal, fait que c'est ça qui a fait la différence dans la game. Puis, samedi soir, ils recevaient les Bulls de Bradford à l'Aréna Frère Arthur Bergeron, un match où ils ont triomphé 5-4. Lors du match de samedi, les Pirates inscrivent le premier but de la rencontre. Un lancer précis de l'enclave de Samuel Bégin trompe la vigilance du gardien adverse. Sonny Boire et William Secours récoltent les mentions d'aide. Plusieurs occasions en or pour les Pirates pendant un avantage numérique. Les Pirates sont une menace constante en première période. Le 4e trio des Pirates contribue offensivement avec un but du numéro 22, Jérémy Boivin, sur une passe de Maxime Dumont. 2-0 Ville-Marie après 20 minutes. Notre trio, ça a super bien roulé. On se voyait bien sur la glace, on se faisait des bonnes passes. Puis je pense qu'on les 3, on avait des jambes à soir. Hier, fait de la route pas mal. On était plus soft sur la glace, mais à soir, je pense que c'était le même pour tout le monde. Là. On avait plus de jambes, puis pourtant, c'était notre 3e game en 3 soirs. Mais c'est ça, je pense qu'à soir, on avait des jambes pas mal. On patinait bien. Puis... En deuxième période, les Bulls réduisent l'écart à un but avant de voir les Pirates ouvrir la machine. D'abord, un wraparound de Nicolas Belrose, suivi d'un plomb d'Alex Montreuil, viennent à bout du gardien des Bulls. Avec environ 1 seconde à faire en deuxième période, un superbe jeu de passe mène au 2e but du match du capitaine Nicolas Belrose. C'est 5-1 Pirates après 2 périodes. Parle-moi de ton trio aussi que tu formes avec Belrose et Blum.
Depuis le début de la saison, vous avez vraiment une belle chimie. Qu'est-ce qui fait le succès de ce trio-là, selon toi? Je pense qu'on est 3 gars patients avec la puck. Je pense qu'on a les 3 21 ans, puis je pense qu'on a de l'expérience. Puis justement, c'est ça, on attend avec la puck, on se fait des passes, puis je pense que c'est ça. On a une bonne chimie, on s'entend bien les 3 ensemble, puis je pense que c'est ça qui fait que ça glace, ça marche aussi. Ben, je pense qu'on a patiné pas mal plus qu'eux autres. On contrôlait la puck, puis ça a bien été. Les Bulls reviendront dans le match en 3e période avec 3 buts pour amener le pointage à 5-4 en faveur des Pirates. Ville-Marie évite le pire en fin de match alors qu'ils évoluent à 3 contre 5. Ils tiendront le coup et méritent la victoire au compte de 5-4. Au début, c'était rough un peu là, parce qu'on ne voulait pas qu'ils nous rattrapent et qu'on perde devant nos partisans ici à Ville-Marie, mais on était confiants puis on savait qu'on allait passer au travers de ça, puis ça a bien été. Je suis bien content qu'on ait gagné. Ouais, je pense qu'on était encore dans le contrôle. Je pense que justement, on se l'était fait faire. Je pense à notre 2e défaite qu'on a eue cette année, puis on voulait pas que ça se reproduise. Fait que je pense qu'on s'est tous levé sur le banc, puis on s'est dit ça se passera pas de même, puis on a steppé up, puis on a recommencé à patiner. On était plus soft un peu, là, puis là, on les a regardés patiner pas mal, mais là, ça a bien fini. Qu'est-ce qui fait que votre trio marche si bien, selon toi? On n'a pas peur de se donner à la puck, puis tout le monde contribue, tout le monde se donne à 100 %, puis ça va bien. Je vois qu'il y a plein de monde dans les stands, puis la foule est dedans, puis on a vraiment une bonne chimie d'équipe, puis c'est vraiment le fun de jouer ici à la date. Là. Un reportage de Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Dans un processus de transfert de terres publiques et résidentielles des missionnaires Oblats Immaculés qui composent les limites du présent établissement de Winoway, la communauté de Long Point First Nation refuse d'être maintenue dans l'ignorance. Le chef et son conseil sont frustrés d'être exclus et écartés des discussions entamées entre les Oblats, la province du Québec et le gouvernement fédéral. Il s'agit d'un bail datant de 1951 entre les Oblats et la province pour des fins de religion et d'éducation pour les Indiens de Long Point qui, à l'époque, occupaient un territoire situé sur le bord de la rivière des Outaouais. La communauté veut prendre possession des terres en question. Par voie de communiqué, le chef Steve Mathias a déclaré que c'était inacceptable que les gens concernés ne puissent pas participer entièrement aux discussions et au processus de transfert. Il demande une rencontre d'urgence entre son conseil et la nouvelle ministre des Affaires autochtones, Sylvie Damour, le nouveau ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, Pierre Dufour, et la députée fédérale Christine Moore, afin de rectifier ce qu'il qualifie de manquement flagrant de respect envers la communauté et ses élus. Le Conseil demande aux 2 niveaux gouvernementaux de respecter son obligation de consulter les Premières Nations, rappelant les engagements par le premier ministre Justin Trudeau de repenser fondamentalement la façon dont le gouvernement fédéral reconnaît les droits et les titres autochtones en s'engageant à travailler avec les Premières Nations pour élaborer un nouveau cadre juridique favorisant l'autonomie gouvernementale. C'est à suivre. Autre sujet maintenant, environ 84 % des enfants de la région reçoivent le vaccin contre les infections par les virus du papillome humain, VPH, une maladie transmise sexuellement, un chiffre qui est en bas des attentes selon le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, le CISAT. Tel que décrit par le journaliste Piel Côté de ICI Radio-Canada Régional, même si l'Abitibi-Témiscamingue se classe au 3e rang à l'échelle provinciale en termes d'enfants vaccinés contre le VPH, c'est encore insuffisant, selon la médecin conseil en maladies infectieuses à la direction de santé publique du CISAT, Nicole Bouchard. Elle fait remarquer que le taux régional, tout comme le taux provincial, est en dessous de l'objectif, qui lui est de 90 %. Dr Bouchard s'explique mal que le vaccin ne convainque pas tous les parents de ces enfants de 9 et 10 ans qui sont visés par la campagne de vaccination. En moyenne, au Québec, 3 enfants sur 4 se font vacciner contre cette maladie. Au départ, le vaccin contre le VPH, qui est offert depuis 2008, atteignait largement l'objectif, selon Dr Bouchard, mais à compter de 2014, les données ont commencé à glisser et on n'atteint plus l'objectif depuis ce temps. Selon elle, le taux est supérieur en Abitibi-Témiscamingue parce que les gens sont plus proches des infirmières. Dr Bouchard est d'avis que lorsqu'un contact privilégié est établi, il est plus facile d'être entendu et écouté par les parents.
Le gouvernement du Québec a souligné le 7 novembre dernier l'engagement bénévole exceptionnel de 18 personnes aînées de toutes les régions dans le cadre de la remise de prix Hommage aînés. Lors de la cérémonie qui s'est déroulée à l'Hôtel du Parlement à Québec, la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais, a témoigné toute sa reconnaissance à ses lauréats des plus inspirants. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une Témiscamienne de Nidlek, Colette Sirène, qui a reçu cet honneur. Le dossier de Mme Sirène sur le site du ministère de la Famille du Québec nous indique que le bénévolat est devenu un mode de vie et une passion pour elle, et ce, dès son plus jeune âge. Entre autres, Colette Sirène s'est impliquée pendant de nombreuses années dans plusieurs comités de bénévoles de sa localité, dont le Cercle des fermières. Elle s'est aussi engagée à titre de secrétaire trésorière au sein du Club de l'Âge d'Or. En travaillant à Poste Canada, elle a connu tous les résidents de sa paroisse. Elle s'est particulièrement intéressée aux besoins des personnes aînées qu'elle a côtoyées de près lors des tournées effectuées pour la Poste rurale. Pendant plus de 24 ans, Colette Sirène a représenté le secteur nord du Témiscamingue au conseil d'administration de la Table locale de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue. Au nombre des actions réalisées par la Table du Témiscamingue, notons l'élaboration du protocole de la Rose d'Or, précurseur de la certification des résidences pour aînés, à laquelle Colette Sirène a participé. Elle a aussi pris part aux tournées annuelles des comités locaux. Sa grande connaissance des aînés a fortement contribué au succès de ces rencontres. Elle a également coopéré au développement du volet aide à domicile de la Table de concertation du Témiscamingue, notamment lors de la construction des résidences Lucien Godette et Marguerite Douville. Son engagement en matière de concertation a grandi lors de la création de la Table régionale de concertation des personnes aînées de l'Abitibi-Témiscamingue. Ainsi, elle est devenue administratrice au sein de cette instance régionale et elle y a représenté les intérêts des aînés du Témiscamingue durant 14 ans. Enfin, Mme Sirène a fait partie du comité du réseau Libre Savoir de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui permet aux aînés d'effectuer un retour sur les bancs d'école. Cette formule d'université du troisième âge vise à favoriser l'épanouissement et améliorer la qualité de vie des aînés, des objectifs qui sont au cœur de l'engagement bénévole de Colette Sirène. Le prix Hommage aîné vise à reconnaître l'apport de personnes aînées qui œuvrent bénévolement pour favoriser le bien-être des personnes âgées, ainsi que leur participation accrue à la société. L'équipe de TV Témis félicite Mme Sirène pour cet honneur. Par voie de communiqué, la municipalité de Nidlek indique qu'un comité de pilotage comptant de nouveaux membres est présentement en train de se former pour fixer des nouveaux objectifs au sujet du document concernant la politique familiale et des aînés de la municipalité qui, lui, date de 2013. L'exercice de mise à jour d'une démarche municipalité Amis des aînés est une occasion privilégiée d'aller plus loin dans le penser et agir aîné et de poursuivre la mise en place d'actions favorisant le vieillissement actif. Donc, au cours des prochains mois, ces membres se réuniront et travailleront pour bonifier la qualité de vie des personnes aînées et des familles. La municipalité de Nidlek bénéficie de la participation financière du ministère de la Famille et du soutien du Carrefour Action municipale et famille dans la réalisation de cette démarche. Et voilà ce qui complète Info Témis. En conclusion, nous vous présentons les 3 capsules réalisées par TV Témis représentant les 3 prix de la soirée du Gala Reconnaissance de la Commission scolaire Lac-Témiscamingue, soit le prix Réussite éducative primaire, le prix Réussite éducative secondaire et le prix Réussite éducative adulte. Merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.
Le projet Sport et Culture, dans le fond, ça nous venait de notre ancienne direction, Mme Brault, qui avait le goût de faire bouger les jeunes sur des choses que les enseignantes étaient capables de faire. Donc, c'est de là a parti le projet Sport et Culture. Ben, c'est comme que il donne une feuille, puis tu as des choix. Puis il faut que tu choisisses ton premier et ton deuxième choix. Ton deuxième choix, c'est parce que si il n'y a plus de place dans ton premier, tu vas dans lui. Puis des activités, on avait beaucoup de choix. L'été, on jouait dehors, plus dehors qu'en dedans, vu qu'il faisait plus beau. Puis l'hiver, on jouait en dedans. On avait le hockey. Ben, la glace était ouverte, fait qu'on avait le hockey, la cuisine, ben, cuisiner, faire des gâteaux, genre. Faire dessiner. Il me semble qu'il y avait du théâtre, puis il y avait de la robotique. Toutes les enseignantes et les membres du personnel, on se donne des projets qu'on vit 6 fois avec le même groupe. Donc, ça peut être autant du patinage que ça peut être de la cuisine, de la robotique, du codage, du bricolage, art plastique. C'est vraiment varié et les groupes sont variés et ça nous permet vraiment d'avoir des groupes vraiment mêlés. Là, on a des petits, on a des grands et on a une belle interaction là, entre les deux. Il y a beaucoup d'entraide qui se crée chez les élèves. Le projet, dans le fond, c'était pour donner de la motivation aux élèves. Et je me rappelle l'année passée, quand on a parti le projet, ça tombait toujours sur des journées tempêtes. Et les élèves arrivaient, ils nous le disaient, ils l'exprimaient. « Oh non, on a encore perdu un projet! » Donc on sentait vraiment que pour eux autres, c'était motivant. Ils se levaient le matin pour venir faire leur projet avec nous. Et c'était vraiment pour créer des liens à l'intérieur de l'école. Saint-Joseph, on est à la recherche d'une image positive de nous. Et on travaille beaucoup dans ce sens-là, de montrer aux gens que oui, on a peut-être des différences, mais nos différences nous font gagner. Et on a besoin de rappeler aux gens que Notre-Dame-du-Nord, c'est une école qui est maintenant SCP. C'est le soutien au comportement positif. C'est M. Steve Bissonnette qui est venu nous former pour pouvoir donner des bracelets aux enfants. Nous, notre professeure d'éducation physique, Mme Lucie Bellumeur, elle a du temps pour nous. Elle a une période qui, elle, ça lui permet de faire les équipes, faire le tour des classes, ramasser les noms, monter les projets. C'est elle qui coordonne tout. Nous, on fait juste dire nos intérêts. « Ah, moi, j'aurais le goût de faire de la cuisine, j'aurais le goût de faire de la robotique, j'aurais le goût de faire... » Et là, on place ça dans l'année. On essaie le plus possible de faire bouger les enfants aussi. Il y a le volet sport. Donc, on essaie toujours d'offrir aux enfants de bouger un peu plus. On bouge, puis ça nous fait dégourdir un peu, puis après, on sort au travail. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est d'apprendre à connaître les élèves de l'école. C'est pas juste mes élèves. C'est aussi une vision de SCP, justement. Les élèves de l'école, c'est tous nos élèves à nous. C'est l'aspect le plus important. Puis en même temps, c'est léger. C'est vraiment... on est là pour travailler avec les enfants, mais c'est du pur bonheur. On ne travaille pas à « Oh non, j'ai une période projet », c'est « Ah, enfin, on a notre période projet ». Ça se fait tout seul, ça va vraiment bien. Au niveau des élèves, c'est motivant pour eux autres. Ils ont hâte d'arriver. Ils savent très bien c'est quelle journée, la journée de projet. Et ils nous arrivent le matin, ils sont prêts, ils sont souriants. La première journée, c'est sûr, c'est un peu un capharnaüm, parce qu'on s'en va où, comment... Mais une fois que la première est passée, là, tout glisse bien. J'aimais plus faire les robots parce que on était avec les jeunes, fait qu'on t'aidait aussi, puis c'était vraiment amusant. Puis moi, j'aimais ça. Je trouve que j'aimerais que ça continue parce que je trouvais ça cool, bien quand même le fun. Puis c'était amusant. On manquait des périodes de travail pour avoir du plaisir. Ça m'a apporté moins de travail, plus de plaisir. Ça faisait moins de travail, comme de faire la tam-tam puis tout.
Le volet plein air a été mis en place à l'École du Carrefour à l'automne 2016. Alors, les élèves ont à leur horaire un après-midi par semaine de plein air. Puis, tous les secondaires sont regroupés ensemble, secondaire 1 à 4. Ce qu'on fait, bien, on leur propose des activités diverses, là, de toutes sortes, des randonnées pédestres, des sports d'hiver, de la pêche sur la glace. On voulait donner le goût aux jeunes de faire des activités en plein air, mais on voulait aussi développer plein de compétences, compétences transversales, travailler en équipe. Des fois, on ne peut pas aller à l'extérieur, donc là, on en profite pour enseigner à nos élèves des belles valeurs qui sont liées au plein air, comme la santé, la sécurité, des techniques de survie. Aussi, on parle de respect de l'environnement, la coopération et tout ça. En plus des après-midi plein air, on leur offre dans l'année 5 sorties plein air. Là, ce sont tous les membres du personnel qui se mobilisent et les élèves et on leur fait vivre des sorties à l'extérieur. Toutes les activités qu'on propose à nos élèves, elles sont gratuites. Alors, ça demande de notre part de mobiliser des partenaires. On est allé chercher jusqu'à maintenant, le baladeur a toujours payé nos frais de transport. C'était un partenaire vraiment important. Et on a la commission scolaire aussi qui nous a soutenus au niveau financier là, pour l'achat de du matériel aussi, puis dans les sorties également. On est allé chercher les parents, parce qu'il y a des parents qui sont des fins connaisseurs de la nature, donc sont venus nous faire soit des conférences ou nous ont accompagnés pour certaines sorties. Ce que ça apporte, pourquoi on a choisi d'implanter le volet plein air? Bien, pour 2 raisons. D'abord, on a des élèves qui aiment qui apprécient vraiment se retrouver en nature, hein, on a des pêcheurs, on a des chasseurs. Et on en a d'autres qui ne bougeaient pas assez à notre goût, n'étaient pas suffisamment actifs pour apprécier les bienfaits de la nature. Alors, c'est les raisons pour lesquelles on s'est dit, bien, un volet plein air, je pense que ça a sa place à l'École du Carrefour. Bien, c'est important parce que bien, ça nous permet de passer du temps ailleurs que dans une classe, puis de dépenser un petit peu d'énergie. Aujourd'hui, on est plus sur nos trucs électroniques. Là. On va moins voir le dehors, tout. Fait que le cours de plein air, ça te fait sortir, ça fait autre chose que quelque chose d'électrique ou électronique. On voulait, dans le fond, que les élèves développent ou adoptent de saines habitudes de vie, puis qu'ils intègrent ça à leur vie de tous les jours. Donc, en mettant du plein air toutes les semaines, bien, on pense que ça va pouvoir se réaliser. Puis, c'est ça. On voulait aussi que les élèves ils connaissent beaucoup notre secteur est, toutes les ressources liées au plein air. On est allé à Châteauville, on est allé à Pointe-aux-Roches. Il y avait plusieurs élèves qui ne connaissaient pas l'endroit, mais cet été, ils sont allés avec leurs parents. Donc ça, c'est une partie importante. On est allé à Ville-Marie, on a fait de l'escalade la première année, on aimerait en refaire cette année. Bien, ça aussi, ils ne savaient pas que ça existait au Témiscamingue. Les jeunes sont de plus en plus intéressés à y participer. On a moins d'absentéisme et ça, on en est bien heureux. Ça augmente évidemment le sentiment d'appartenance aussi parce que les relations entre les élèves et avec les adultes sont valorisées énormément. Ça, c'est un gros plus. Quand tu as du plein air, les 2 dernières périodes, bien, ça donne plus de motivation, genre aux 3 premières périodes, genre de se dépêcher à faire nos devoirs, puis pour se rendre au cours de plein air. T'as le goût de te forcer dans tes premières périodes, genre dans tes 3 premières périodes, pour pouvoir arriver vite au plein air, là, parce que c'est comme, genre, ma période préférée. Là. Ça nous apporte beaucoup de plaisir, c'est sûr, parce que c'est beaucoup plus le fun que de rester assis, mettons, 5 heures par jour à travailler. Là. Puis je pense que ça nous aide vraiment à travailler notre esprit d'équipe puis à plus se rapprocher dans l'école. Les élèves ont l'impression qu'on ne fait pas d'école, dans le fond, mais on apprend tellement plein de choses en lien avec l'école. Moi, j'ai trouvé que les élèves étaient plus calmes, donc plus zen. Après des activités passées en forêt pendant une journée, le lendemain, à l'école, c'est pas la même chose. Donc, ça fait un peu un esprit de famille, puis un esprit d'entraide aussi, parce qu'ils font beaucoup de défis ensemble. Ils ont des défis à relever ensemble. Il y en a qui ont fait face à leur peur. Je pense, par exemple, une sortie qu'on a faite à Arbre en Arbre. Il y en a qui ne voulaient pas du tout la première année. La deuxième année, ils ont fait le trajet au complet, puis là, ils en redemandaient encore cette année. C'est vrai qu'on a une chance incroyable de pouvoir avoir ce programme-là ici. Puis je pense que c'est vraiment un point important, parce que, tu sais, ici, on n'a pas, mettons, de sport-études.
ce qu'il y a au nord puis à Marcel-Raymond. Mais ici, on a le projet plein air, ce qui est pas mal semblable, mettons. Enfin, ce qu'on souhaite favoriser, c'est vraiment amener nos jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Puis c'est pour ça qu'on essaie de leur enseigner des activités qu'ils vont pouvoir pratiquer toute leur vie. Dès mon arrivée au centre, ça n'a pas été très long. J'ai commencé à dire aux enseignants, aux enseignantes que la formation à distance, en formation générale adulte, pouvait être un secteur de développement fort intéressant. On voyait venir là, que les gens voudraient de plus en plus parfaire ou poursuivre leur formation à partir de chez eux, au temps où ils en auraient besoin ou au temps où ça leur convient, au moment de la journée ça leur convient. Et on en faisait de la formation, on en a toujours fait de la formation à distance, qu'on pourrait appeler peut-être un peu plus traditionnelle, avec des livres, papier, crayon. Et ce qu'on réalisait, que c'est ce qui nous manquait, c'est un peu un matériel, peut-être un matériel un peu plus adapté, un peu plus interactif. Le projet Challenge You, c'est une plateforme qui permet aux adultes du Québec qui n'ont pas complété leur étude secondaire de pouvoir s'inscrire et faire à distance leur formation générale pour les cours manquants. Puis c'est ça, les élèves, dans le fond, ils ont juste à avancer dans leur cours. C'est fait un peu comme sous forme d'un jeu vidéo. Donc, ils avancent, s'ils sont bloqués, s'ils ont des questions, ils nous les posent. Puis aussitôt qu'il y a un enseignant disponible, il va répondre, il peut lui faire une vidéo explicative pour que ce soit encore plus compréhensible. Tout le contenu est sous forme de cartes. Dans chacune des cartes, il y a des parties là, théoriques. Dans ces parties théoriques-là, il y a des capsules vidéo montrant la théorie avec des exemples. L'élève parcourt toutes les cartes. Il arrive à la fin de son parcours. Il y a des examens pratiques qu'on peut lui envoyer pour bien se préparer à l'examen final. Moi, je trouve que les avantages de la plateforme, il y en a plusieurs. En fait, il y a le fait que l'enseignant, bien qu'il est loin, on s'entend, on est au Témiscamingue, il y a des élèves qui sont inscrits partout dans la province, mais l'enseignant, il est tellement proche parce qu'il voit en temps réel là, ce que l'élève fait. Là. Il voit quand l'élève répond à des questions, il voit quand l'élève est bloqué, il voit quand l'élève a des questions puis il en pose à son enseignant. Donc, il y a une proximité qui se crée avec les enseignants qui est vraiment exceptionnelle là, à travers un écran. Puis la diversité des moyens d'apprentissage qu'on met sur la plateforme, on peut proposer des vidéos, on peut proposer différentes formes d'exercices aussi qui vont plaire à certains élèves puis plus à d'autres. Donc on est capable d'aller rejoindre différents styles d'apprentissage. C'est bien fait, c'est super bien fait, c'est très simple, c'est facile à utiliser. Donc si je suis capable de le faire, n'importe qui va être capable de le faire, ça, c'est sûr, c'est ça. J'ai choisi Challenge You parce que, dans le fond, je peux faire où je le veux, quand je le veux, puis c'est en ligne, puis c'est beaucoup mieux que dans des livres. Puis dans le fond, la plateforme est géniale. Les vidéos sont vraiment, ça m'aide beaucoup. Quand j'ai de la difficulté, c'est facile à utiliser, c'est vraiment parfait pour moi. Nous étions seulement la deuxième commission scolaire à signer une entente avec Diplomatique Challenge You, ce qui fait en sorte que tout était à bâtir. Alors, je vous dirais que la première année, qui était l'année dernière, 17-18, on est constamment en changement, on est constamment en restructuration. Alors, tout le personnel de soutien, personnel professionnel, personnel enseignant, direction, ils sont encore grandement interpellés dans la mise en place de ce projet-là. On a demandé au personnel administratif de la commission scolaire de changer beaucoup leur façon de faire. Hein. On amène un volume d'élèves auquel ils n'étaient pas habitués. La réponse a été extraordinaire. Tout de suite, l'équipe s'est mise à la tâche, s'est retroussé les manches, puis ont changé leur façon de faire d'une façon là, assez extraordinaire pour s'adapter à ce que nous, on essaie de mettre en place. On gérait environ 500 dossiers par année. Maintenant, notre nombre de dossiers par année joue autour de 3000. Fait que ça apporte beaucoup de changements, une réorganisation de nos tâches. Donc, je suis beaucoup plus centrée sur la vérification et les transmissions, tandis que d'autres sont plus centrés sur les inscriptions, les dossiers, la réception. On est en partenariat avec quelques commissions scolaires. Le Témiscamingue se démarque vraiment. C'est vraiment une commission scolaire qui est dynamique, là. Les profs sont vraiment le fun. Quand on a commencé ici, ça a été beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement de la part des enseignantes. Fait qu'on voit vraiment
une grande implication puis tellement un grand désir de voir leurs élèves réussir. Là. C'est vraiment très différent de l'enseignement en présentiel parce que, premièrement, on n'a aucune discipline à faire. Les gens qui sont inscrits sur la plateforme sont là parce qu'ils veulent être là. J'avais peur au début pour le côté relationnel avec les élèves. Puis finalement, c'est un autre monde, oui, mais on réussit à créer des beaux liens. C'est pas un obstacle d'avoir des professeurs virtuels. Au contraire, ils répondent à mes questions encore plus rapidement que si j'étais en classe. Bien, je dirais que la relation enseignant-élève est comme en personne, dans le fond. Les enseignants veulent notre réussite. Donc, si on veut, on peut. Fait que je te dirais, non, il y a une belle complicité entre les profs. Mais en tout cas, moi, les profs que j'ai eus ont été super... ça accroche.